Bonjour et bienvenue à tous. Désolée pour ces petits problèmes techniques. Je pensais que c'est la neige qui allait nous empêcher de commencer, mais il y a toujours l'informatique qui pose plus de problèmes que la météo. Alors, j'ai cette étrange impression de vous avoir quitté hier parce que nous nous sommes quittés dans la neige et nous nous retrouvons aujourd'hui encore une fois dans la neige. Alors heureusement, nous nous retrouvons dans ce lieu accueillant et chaleureux. Heureusement que le Collège de France a la réputation d'être bien chauffé. Autant par son système de radiateur que par la chaleur humaine que vous apportez en étant toujours aussi nombreux. Alors, nous retrouvons cette année pour aborder le troisième volet de nos revisites de Confucius et de ses entretiens, commencés il y a 2 ans. Alors, pour ceux d'entre vous qui prennent le train en marche ou qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que mes cours précédents, ainsi que les cours qui auront lieu cette année, et ainsi que la plupart d'ailleurs des cours du Collège de France sont disponibles en accès libre, en audio et en vidéo sur le site internet du Collège. Alors, comme certains s'en souviennent peut-être, lors de ma première année de cours, j'avais pris pour point de départ le phénomène contemporain, aussi massif que spectaculaire, du retour en force de Confucius auquel nous assistons actuellement, après un siècle de démolition systématique de la figure de Confucius et de tout ce qu'il représentait pour les modernistes chinois. C'est en effet au nom de la modernité, dont le modèle ne pouvait être à leurs yeux qu'occidental, que les intellectuels chinois du début du XXe siècle, c'est-à-dire exactement il y a un siècle, ont résolu si vous me passez l'image un peu familière, ont résolu de jeter par-dessus bord le bébé Confucius avec l'eau du bain de la tradition chinoise prise comme un tout. Donc on peut considérer que ce processus de destruction a commencé sur le plan institutionnel en 1905 avec l'abolition du système des examens civils, des fameux examens dits mandarinaux. Alors cette abolition rendait désormais obsolète la connaissance approfondie des classiques confucéens qui, depuis plus de 2000 ans, était indispensable pour se présenter au concours de recrutement dans les rangs des serviteurs de l'État impérial qui, de fait, s'est définitivement effondré seulement quelques années plus tard, en 1911. Mais les dates symboliques que l'histoire a retenues sont des marqueurs générationnels que je vous rappelle, et vous remarquerez en passant que ces dates marquent toutes des événements qui se sont déroulés au moins en partie sur la place Tiananmen, donc au centre de la capitale Pékin. Vous avez d'abord le mouvement du 4 mai 1919 qui donc a eu pour qui a eu parmi ses slogans principaux donc ce fameux slogan Da Dao Kong Jia Dian, c'est-à-dire donc à bas la boutique de Confucius. Donc slogan scandé par déjà des étudiants protestataires donc sur cette place Tiananmen. Ensuite, vous avez donc le 1er octobre 1949
la proclamation de la République populaire qui a marqué donc l'instauration du régime communiste et plus spécifiquement maoïste en Chine. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelait à l'époque la grande révolution culturelle prolétarienne, dont les dates officielles sont de 1966 à 1976, donc qui a duré 10 ans, qui représente la radicalisation de l'idéologie maoïste et qui culmine dans la campagne de critique contre Lin Biao et Confucius. La fameuse campagne donc Pi Lin Pi Krong de 1974. Donc, comme vous le savez, beaucoup de manifestations donc de cette révolution culturelle se sont déroulées également sur cette place. Enfin, vous avez beaucoup plus récent le mouvement du 4 mai 1989 qui se voulait une commémoration donc du 70e anniversaire du 4 mai 1919, mais qui réclamait en fait plus de liberté d'expression et moins de corruption donc dans l'appareil politique, et qui s'est terminé, comme on le sait trop bien, dans un bain de sang le 4 juin sur cette même place, décidément bien nommée la place de la paix céleste. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'à l'automne de la même année 1989, à peu près 3 mois après le massacre de Tiananmen et 3 mois avant la chute du mur de Berlin, en septembre 89, fut célébré en grande pompe à Pékin et à Qufu, donc le lieu natal de Confucius, le 2540e anniversaire donc de ce même Confucius. Il y avait donc là un signe assez clair que la soudaine réhabilitation de Confucius, qui était alors en marche depuis quelques années, était chargée de contribuer à redonner une légitimité à des dirigeants qui venaient de la perdre en ordonnant de lancer les chars et l'armée contre la foule, dans laquelle, comme vous le savez, se trouvaient beaucoup d'étudiants et de jeunes. Alors, ce retour, si largement instrumentalisé en Chine continentale, de Confucius et donc du texte des entretiens, en chinois le Luanyu, qui lui sont associés, a donc fait l'objet du premier volet de ma démarche de revisite. J'ai ainsi voulu partir de la situation actuelle pour ensuite ouvrir la perspective historique en faisant, comme on dit en termes cinématographiques, un travelling arrière, avec pour objet de prendre conscience des lunettes avec lesquelles nous lisons Confucius et les entretiens. Alors pourquoi tous ces préliminaires, me demanderez-vous, avant d'aborder les textes? C'est qu'il me semble important de contextualiser nos habitudes de lecture qui sont désormais si profondément ancrées dans les esprits que nous n'en avons plus conscience. Il s'agit pour nous d'expliciter dans quelle perspective nous abordons le texte, comment nous le questionnons, ce que nous essayons de lui faire dire, comment nos questionnements se remodèlent et se déplacent en fonction de nos intérêts de lecture de tel ou tel moment, et comment nous devenons attentifs à de nouvelles questions.
Ainsi donc, notre revisite a commencé par la phase moderne de destruction, comme je viens de le rappeler, suivie de la phase actuelle de réinvention. Dans un deuxième temps, l'année dernière, nous avons procédé à une reconstitution, en quelque sorte archéologique, des soubassements de cette modernité. Enfin, cette année sera donc un troisième temps, puisque après la destruction et la reconstruction, nous allons passer à une phase de déconstruction, dont j'expliciterai le sens le moment venu. Donc, vous voyez un petit peu le mouvement général, c'est-à-dire donc après avoir retracé donc ce que j'ai appelé la longue marche vers la modernité, nous allons nous engager donc cette année dans une longue marche vers la mondialisation de Confucius. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu l'année dernière, en parlant de ces fameuses lunettes avec lesquelles nous lisons les entretiens, même en étant très myope, il me semble qu'on peut distinguer en gros deux Confucius qui ont correspondu à deux grands moments universalistes de l'histoire occidentale. Alors, vous avez d'abord le Confucius hérité des Lumières, et ensuite, vous avez le Confucius hérité du monde qui a émergé des deux conflits mondiaux du siècle dernier. C'est d'ailleurs un Confucius qu'on a souvent qualifié de post-Lumière. Alors, le premier moment dont nous avons longuement parlé l'année dernière concerne l'Europe, c'est-à-dire concerne le monde, disons, ancien, le monde classique, et plus spécifiquement en Europe, la France, où au XVIIe, XVIIIe siècle, ce qu'on appelait alors les philosophes se fondaient sur les témoignages des missionnaires chrétiens, notamment les jésuites, présents en Chine dès la fin du XVIe siècle. Ces témoignages qui ont servi à inventer en quelque sorte un Confucius philosophe. Rappelez-vous en particulier le Confucius Sinarum Philosophus, qui a été donc la première grande traduction donc en langue occidentale, en l'occurrence en latin, une traduction de 1687, donc fin XVIIe siècle, que nous devons aux jésuites, une traduction, donc la première grande traduction en latin de textes canoniques du corpus confucéen, dans lequel nous trouvons notamment les entretiens de Confucius. Alors, ce Confucius Philosophus est donc un Confucius à l'image des Lumières, un Confucius rationaliste et même, dans les termes d'Étiamble, un Confucius agnostique qui finira par s'identifier assez opportunément avec le Confucius sécularisé inventé par les modernistes chinois du début du XXe siècle. Alors, cette toute première représentation de Confucius en philosophe et la qualification philosophique attachée en conséquence au texte des entretiens est lourde de conséquences, et ce sont en outre des conséquences durables pour les présupposés sous-jacents aux lectures que nous en faisons encore aujourd'hui. C'est pour ça que je m'y attarde autant. L'année dernière, nous avons aussi passé un certain temps
a examiné la façon dont cette première cooptation de Confucius par les philosophes des Lumières européennes des XVIIe, XVIIIe siècles a ensuite été considérée comme nulle et non avenue par des philosophes d'un autre type, les philosophes professionnels de l'Europe conquérante du XIXe siècle. Alors que les premiers, c'est-à-dire donc les philosophes à la manière de Voltaire, considéraient Confucius comme un des leurs dans leur combat contre l'infâme, contre l'obscurantisme religieux, sur la foi donc des témoignages des jésuites, qui se sont donc appliqués à qualifier les cultes confucéens de purement civils, n'ayant rien donc de religieux, dans le seul but de rendre ces cultes compatibles avec leur propre foi en un Dieu unique. Donc vous avez ce contraste entre justement cette cooptation de Confucius par les philosophes du XVIIIe, avec donc les seconds philosophes, c'est-à-dire les philosophes de profession du XIXe siècle, qui, eux, s'efforçaient au contraire de constituer le domaine propre de la philosophie contre la religion et contre la théologie. Donc, j'ai insisté l'année dernière justement sur ce revirement assez soudain et qui s'est fait en quelques décennies, donc, entre la sinophilie des Lumières du XVIIe, XVIIIe siècle et ce qui devient une sinophobie, donc, au XIXe. Donc, ces philosophes de profession ont procédé à cette entreprise en assignant comme origine à la philosophie le logos grec, compris comme la raison, tout cela donc avec des articles définis et des majuscules, et en excluant de ce territoire de la philosophie par essence européen tout ce qui leur paraissait entaché de religiosité primitive. Je vous rappelle en particulier ce que Hegel, donc, dont vous avez le nom sur le tableau ici, ce que Hegel disait de la philosophie, de la soi-disant philosophie orientale, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, qui sont donc des notes prises lors de ces cours donnés dans les années 1820. Ce que nous appelons en Orient philosophie est en général bien plutôt la conception religieuse de cet Orient, une conception religieuse du monde qu'on est très près de prendre pour de la philosophie. La philosophie orientale est une philosophie religieuse, une représentation religieuse en général, et il nous faut bien donner la raison pour laquelle on est amené facilement à prendre cette représentation pour de la philosophie. Donc, pour traduire les choses en termes beaucoup plus triviaux, Hegel est en train de nous dire qu'il ne faudrait pas prendre des vessies pour des lanternes. Donc, c'est à ce titre que le confucianisme, qui avait été si paradoxalement sécularisé par les jésuites, se retrouvait exclu, avec toute la tradition chinoise en bloc, du champ de la philosophie, justement parce qu'il était assimilé à une religion primitive. Alors, nous avons vu comment les professeurs de philosophie des universités du XIXe siècle européens ont reconfiguré l'espace, ou on pourrait dire même le territoire de la philosophie, et comment la Chine, exclue de cet espace, s'est retrouvée à faire l'objet spécifique d'une nouvelle discipline du savoir universitaire européen,
à savoir la sinologie. Alors, la découverte européenne de la Chine s'est faite précisément au moment où se produisait en Europe une mutation déterminante des formes et des représentations du savoir qui sont passées d'une prédominance du discours théologique à un discours qui se voulait scientifique. La Chine, alors je dis exprès la Chine, et je mets cette expression entre guillemets, puisque, en fait, dans le regard européen, la Chine est un espèce d'objet qui fait une sorte d'essence à part entière. Donc la Chine a d'abord été perçue et évaluée selon des catégories théologiques. Je fais ici référence, par exemple, à la fameuse querelle des rites ou aux débats nombreux portant sur la manière de nommer Dieu en chinois, etc., etc. Donc débats qui ont fait rage entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle. Puis, à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, tandis que la philosophie se constitue en discipline universitaire contre la théologie, la Chine devient un objet d'étude en quelque sorte ethnographique pour une nouvelle discipline du savoir, donc, comme je le rappelais tout à l'heure, appelée sinologie. Alors, par voie de conséquence, le confucianisme, quant à lui, s'est trouvé compris et interprété en fonction des deux grandes catégories antinomiques du savoir européen du XIXe siècle, à savoir donc religion et philosophie. Le résultat est qu'aujourd'hui encore, il est courant de se demander si le confucianisme est arrangé du côté de la religion ou du côté de la philosophie. Et on a vu que même les intellectuels chinois modernes continuent à s'interroger dans ces termes. Alors, on se demande toujours, est-ce que le confucianisme est une religion, ou du moins est-ce qu'il comporte une dimension transcendante, ou alors est-ce que c'est une philosophie, et dans ce cas, comporte-t-il une métaphysique? Alors, l'an passé, nous avons vu en particulier les rapports noués dans la première moitié du XIXe siècle entre Hegel, le représentant, on pourrait dire, archétypal de la philosophie des professeurs, et Abel Rémusat, dont vous avez également le nom sur le tableau. Abel Rémusat, le premier sinologue européen à être consacré dans l'institution universitaire par une chaire au Collège de France. Alors, rappelons-nous ce que dit Hegel à propos de Confucius. Pour l'essentiel, dit Hegel, les pensées de Confucius sont d'une part des doctrines morales, d'autre part des prescriptions fort insipides concernant le culte et les usages. La morale est bonne et honnête, sans plus. Ne nous attendons pas à y rencontrer de profondes recherches philosophiques. Il faut encore moins songer à trouver chez lui de la spéculation. Confucius fut un homme d'affaires, d'une sagesse pratique. Alors là, ça nous rappelle beaucoup de choses qu'on entend dire encore aujourd'hui. Pour nous, il n'y a rien à glaner dans son enseignement. C'est Hegel qui continue. Nous n'avons pas par conséquent à y insister davantage. Les propositions qu'on y relève se trouvent partout, sont universellement connues. Le De Officiis de Cicéron vaut peut-être mieux, quand même, et offre pour nous plus d'intérêt que tous les livres réunis de Confucius. Ceux-ci sont très délayés. Alors j'insiste un peu sur ce qualificatif.
parce que nous allons le retrouver un peu plus tard. Ceux-ci sont très délayés. Alors là, je pense que sont visés en particulier les entretiens, donc, comme des livres de prédication morale. On peut donc dire avec raison qu'il aurait mieux valu pour la réputation de Confucius que l'on n'eût pas traduit ses ouvrages. Ainsi, alors merci pour moi en particulier, ainsi, continue notre grand Hegel, donc en nous faisant connaître son système de morale, alors là je suppose que Hegel est légèrement ironique, parce que précisément pour lui ici il n'y a pas de système, en nous faisant connaître son système de morale par une traduction allemande, on lui a fait perdre chez nous beaucoup de sa réputation. Bon, alors fin de la conversation donc sur Confucius. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que le jugement est sans appel. Et comme si nous l'avons vu, même si Abel Rémusat, en qui Hegel reconnaissait, je cite, le meilleur connaisseur de l'Orient, Abel Rémusat parvient quand même à susciter chez Hegel un peu d'intérêt pour le taoïsme. Alors c'est malheureusement un intérêt qui est fondé sur un malentendu, parce que il est entièrement suscité par la traduction du mot Tao, que nous traduisons actuellement par la voix, qui était à l'époque traduit par Abel Rémusat et ses collègues par logos. Alors c'est à ce titre que Hegel a manifesté un léger intérêt pour le taoïsme, mais c'est parce qu'il pensait que c'était justement une trace donc en Chine de la philosophie du logos. Bon. Alors vous voyez un petit peu les malentendus que peuvent susciter les traductions. Alors, il reste que ce tiraillement entre philosophes et sinologues aboutit, comme on l'a vu, à une contradiction irréductible ou à ce qu'on a pu appeler une contrainte réciproque. C'est-à-dire que d'un côté, il semble évident que la Chine possède une philosophie, mais de l'autre, nous sommes tout autant d'accord que la philosophie n'existe pas en Chine. Donc, pour nous qui vivons 2 siècles plus tard, le jugement de Hegel est loin d'être tombé dans l'oubli. Voyez par exemple ce manuel de philosophie recommandé aujourd'hui aux classes préparatoires et au premier cycle de philosophie. Je cite: « On baptise aujourd'hui à tort et à travers philosophie indienne ou philosophie chinoise les vieilles sagesses indiennes ou chinoises. Sans doute y a-t-il, dans les sagesses indiennes et chinoises, des éléments de pensée susceptibles d'intéresser la philosophie et qui ont été effectivement repris par elle. Mais ne fait pas moins défaut à ces sagesses la forme de pensée systématique abstraite qui seule définit la philosophie. » Bon, donc là, ce qui m'intéresse, donc, c'est de nouveau donc, la qualification donc, de la pensée philosophique comme systématique et abstraite. Comme vous allez voir, nous allons retrouver ces qualificatifs dans peu de temps. Donc, si philosophie chinoise il y a, en tout cas, elle ne représente pas, c'est le moins qu'on puisse dire, une discipline enseignée pour elle-même dans nos institutions éducatives. Mais, d'un autre côté, est-ce que les intellectuels chinois modernes sont, sont justifiés de se demander si on peut pour autant rejeter d'un revers de main, dans un dehors non philosophique, une tradition de pensée qui a malgré tout réussi à maintenir une certaine continuité pendant quelques 3 millénaires, dont le dernier en date a concerné, bien au-delà du seul espace chinois,
tout le monde extrême-oriental, incluant donc la Corée, le Japon, le Vietnam, autant dire tout un continent. Alors, c'est précisément cette imposante échelle spatio-temporelle qui avait convaincu les philosophes des Lumières de la nécessité de prendre en compte une telle tradition, mais comme nous le rappelions l'an dernier, un siècle plus tard, au moment où la Chine menaçait de succomber donc sous les agressions conjuguées des puissances coloniales occidentales, qui, je le rappelle, incluaient le Japon, il lui a bien fallu se rendre à l'évidence de leur suprématie dans le domaine matériel, mais aussi intellectuel, et il leur a bien fallu s'évertuer à comprendre ce qui en constituait les fondements, c'est-à-dire la politique, le droit, les sciences, la philosophie, la religion, etc. Alors, c'est ainsi que, grâce à la médiation du Japon, qui avait acquis dès la deuxième moitié du XIXe siècle, sous l'ère Meiji, donc, que vous avez donc sur le tableau, donc Meiji qui veut dire donc littéralement un gouvernement éclairé, donc nous avons une ère qui se situe délibérément justement dans le sillage d'une certaine conception des Lumières, qui a donc duré pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle. Donc, ce Japon moderniste s'est donné une bonne longueur d'avance sur la Chine dans sa volonté justement de s'occidentaliser. Et c'est donc au Japon que fut inventée une série de néologismes pour traduire les grandes catégories du savoir occidental, parmi lesquelles figurait en bonne place la philosophie telle qu'elle était alors conçue en Europe. Alors, la philosophie que les intellectuels japonais ont traduit par un mot composé de deux termes empruntés au vocabulaire chinois ancien. Alors, donc, vous avez ce composé qui se prononce en japonais Tetsugaku et en chinois Zhexue, et qui signifie littéralement donc xue, l'étude de zhe, c'est-à-dire donc de la sagesse. Il s'agit donc en fait d'une traduction qui se veut approchante de la signification originelle du mot philosophie, c'est-à-dire donc de l'amour de la sagesse. Mais tandis que pour les intellectuels japonais, il ne pouvait exister de philosophie japonaise que moderne, donc au Japon, il y a eu ce parti pris de considérer que au Japon même, la philosophie au sens occidental du terme ne commençait qu'à l'ère moderne. Leurs homologues chinois, eux, ont estimé qu'une philosophie chinoise s'était développée parallèlement aux philosophies occidentales et avait donc une histoire aussi longue, sinon plus. Donc, dès les premières décennies du XXe siècle, ont commencé à proliférer des histoires de la philosophie chinoise. Donc, c'est un genre, je le rappelle, qui a commencé au Japon et qui a ensuite évidemment été repris à l'envi en Chine. Donc, ces histoires de la philosophie chinoise dont la périodisation était plus ou moins calquée sur celle de leurs modèles occidentaux et qui tendaient à montrer que la Chine, elle aussi, avait élaboré très tôt une épistémologie, une logique, une ontologie, etc. Alors, sont caractéristiques à cet égard deux ouvrages phares dans le genre.
qui sont dus aux deux disciples chinois les plus brillants, les plus prometteurs du philosophe pragmatiste américain John Dewey, auprès de qui ils ont préparé successivement leur thèse doctorale à l'université Columbia de New York. Donc là, nous avons déjà, au début du XXe siècle, c'est-à-dire donc il y a un siècle, les germes, si vous voulez, de cet échange, de ce dialogue permanent donc entre les deux rives du Pacifique, c'est-à-dire donc entre l'Amérique du Nord et la Chine. Alors, ces deux ouvrages phares sont d'abord le précis d'histoire de la philosophie chinoise, dont vous avez le titre sur le tableau, ici. Donc, le précis d'histoire de la philosophie chinoise, en chinois, donc, 中国哲学史大纲 de Hu Shi, donc, qui est paru en 1918, donc à la veille justement de ce fameux mouvement du 4 mai 1919, dont Hu Shi a été donc une figure de proue, dans la mesure où Hu Shi prônait justement une modernisation synonyme d'occidentalisation, donc à tout crin. Je vous rappelle que les deux grandes figures tutélaires du mouvement du 4 mai 1919 sont donc d'une part Monsieur Science et Monsieur Démocratie de l'autre. Donc vous avez en fait justement ces deux grands modèles de la puissance occidentale, donc qui sont la science et la démocratie. Et donc Hu Shi, en ayant été formé donc aux États-Unis, donc était un défenseur ardent justement de ces valeurs occidentales. Alors le deuxième ouvrage phare est le monument qu'est l'histoire de la philosophie chinoise, le Zhongguo Zhexue Shi de Feng Youlan, qui, elle, est datée des années 1930 et qui a connu un très large succès déjà mondial auprès du public occidental d'après-guerre grâce à sa traduction en anglais sous le titre de History of Chinese Philosophy, donc dans les années 1950. Alors, donc vous avez d'un côté Hu Shi qui s'efforce de répondre à la caractérisation logique de la philosophie occidentale. Hu Shi a consacré donc sa thèse doctorale de Columbia, donc dirigée par Dewey, au développement de la méthode logique en Chine ancienne. Donc c'est une thèse qu'il a écrite bien sûr en anglais et qui a été publiée en anglais à Shanghai en 1922 sous le titre de Development of the Logical Method in Ancient China. Alors, donc, Hu Shi, lui, s'occupe de répondre justement aux critiques sur l'absence de logique dans la tradition chinoise classique, et Feng Youlan, lui, pour sa part, s'emploie à répondre au reproche justement d'absence de système dans la tradition chinoise. Alors, aux yeux de ces deux grands intellectuels de la modernité chinoise, la puissance de la philosophie occidentale tiendrait essentiellement, semble-t-il, d'une part à la rigueur logique de la pensée et d'autre part
à la construction de systèmes conceptuels. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que à aucun moment, aucun de ces deux philosophes chinois ne se pose la question de savoir si la philosophie qu'ils appellent occidentale a valorisé de tout temps la logique et la systématicité. On pourrait même dire que même dans la philosophie classique, ça n'est pas tout le temps vrai. Alors, je passe assez rapidement justement sur cette naissance de la catégorie philosophie en Chine, parce que j'y ai consacré donc un article dans un volume collectif qui s'intitule La pensée en Chine aujourd'hui, qui est paru donc en poche folio Gallimard donc en 2007. Et soit dit en passant, parce que c'est d'actualité, ce volume comporte notamment aussi un article de notre collègue Jean-Philippe Béja sur Liu Xiaobo, l'intellectuel chinois résistant qui, à l'époque, n'avait pas encore été nobelisé. C'est donc celui donc, qui, comme vous le savez, donc, a reçu ce fameux prix Nobel de la paix tout récemment. Alors donc nous avons en quelque sorte anticipé sur l'événement. Alors, comme Feng Youlan lui-même le dit dans une de ses préfaces, il s'agit pour lui de, je cite, sélectionner et exposer ce qui, parmi les diverses traditions intellectuelles développées au cours de l'histoire chinoise, pourrait être appelé philosophie au sens occidental de ce mot. Autrement dit, l'exercice auquel Feng Youlan se livre dans son histoire de la philosophie chinoise, c'est en quelque sorte d'aller à la pêche dans la tradition chinoise de ce qui peut être récupéré pour répondre justement aux exigences de la philosophie qu'il considère comme occidentale. Et il poursuit dans ces termes, je cite toujours, « Il n'y a pas de philosophie qui ne réponde pas aux exigences de la science, qui ne soit pas un discours systématique suivant les règles de la logique. » Donc là, vous voyez que cette définition donc, de la philosophie est vraiment celle avec laquelle donc, nos intellectuels chinois modernes ont affaire. Et Feng Youlan de poursuivre, chaque philosophie est un tout qui a son unité et qui en tant que tel constitue un système. Dans la philosophie chinoise, comme chez Socrate et Platon, les systèmes sont bien là, mais ils n'ont pas été formalisés en tant que tels. Il s'agit donc bien d'identifier les systèmes réels, il met ça entre guillemets, donc les systèmes réels qui sont dissimulés sous des langages non systématiques. Alors, vous voyez donc les efforts que Feng Youlan déploie pour dégager dans son histoire de la philosophie chinoise ce qu'il appelle une théorie du monde qui correspondrait à une ontologie et une cosmologie, une théorie de la vie qui correspondrait aux disciplines occidentales de la psychologie, de l'éthique, de la philosophie politique et sociale, et enfin une théorie de la connaissance qui répondrait donc à l'épistémologie et à la logique occidentale. Alors, il me paraît tout à fait intéressant de confronter de manière croisée les considérations contemporaines à quelques années près de Feng Youlan et d'un grand nom de la philosophie française
dont la voix a résonné ici même. Je parle de Maurice Merleau-Ponty, qui, après son élection à la chaire de philosophie au Collège de France en 1952, qui a été de très peu suivi de sa rupture avec Sartre. Donc Merleau-Ponty qui a dirigé un volume collectif assez monumental lui aussi, intitulé Les philosophes célèbres. Un volume qui est paru en 1956 et qui a été, pour notre plus grande chance, republié dans une édition révisée et augmentée, à laquelle j'ai modestement participé, donc une édition placée sous la direction de Jean-François Ballaudet, et qui a été republiée sous un titre modifié. Vous le trouverez donc dans les éditions du livre de poche sous le titre « Les philosophes de l'Antiquité au XXe siècle, histoire et portrait ». Alors, je le recommande en particulier pour ceux d'entre vous, je ne m'adresse pas forcément à ceux qui sont présents dans cette salle, mais éventuellement à ceux qui nous écoutent et qui auraient un bac à passer en fin d'année. Donc, c'est un ouvrage de référence tout à fait utile pour justement ceux qui commencent en philosophie. Alors, donc, Merleau-Ponty a rédigé donc lui-même un texte liminaire à toutes les parties donc de ce volume collectif et bien sûr à la toute première qui est intitulée L'Orient et la philosophie. Donc Merleau-Ponty a choisi de placer en premier donc une partie sur l'Orient et la philosophie qui est consacrée aux philosophes célèbres de l'Inde et de la Chine. Alors, je rappelle également à ce titre qu'il y a eu une entreprise contemporaine de celle de Merleau-Ponty qui est celle du philosophe allemand Karl Jaspers, dont vous connaissez sans doute donc le livre en 3 grands tomes qui s'appelle Les grands philosophes et qui est paru également en 1956. Le premier tome est consacré à ce que Jaspers appelle ceux qui ont donné la mesure de l'humain. Alors, ceux qui ont donné la mesure de l'humain, ce sont Socrate, Bouddha, Confucius et Jésus. Le tome 2 est consacré à Augustin et Thomas d'Aquin, et tout le tome 3 est consacré à Kant. Donc vous avez une réédition là aussi en traduction française de cet ouvrage de Jaspers aux éditions Plomb en livre de poche. Alors je reviens donc à ce texte liminaire de Merleau-Ponty qui commence ainsi. Cette immense littérature pensante qui exigerait à elle seule un volume fait-elle vraiment partie de la philosophie ? Il est en train de parler justement de la philosophie orientale. Est-il possible de la confronter avec ce que l'Occident a appelé de ce nom ? Alors, la vérité, et Merleau-Ponty souligne ce mot, la vérité n'y est pas comprise comme l'horizon d'une série indéfinie de recherches, ni comme conquête et possession intellectuelle de l'être. C'est plutôt un trésor épars dans la vie humaine avant toute philosophie. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle il a placé donc cette partie en premier. Donc un trésor épars et indivis entre les doctrines. La pensée ne se sent pas chargée de pousser plus loin les tentatives anciennes, ni même d'opter entre elles, et encore moins de les dépasser vraiment en formant une nouvelle idée de l'ensemble. Elle se donne comme commentaire et syncrétisme
écho et conciliation. L'ancien et le nouveau, les doctrines opposées font bloc, et le lecteur profane ne voit pas qu'il y ait là de l'acquis ni du révolu. Il se sent dans un monde magique, où rien n'est jamais fini, où les pensées mortes persistent et où celles qu'on croyait incompatibles se mélangent. Alors, quand nous lisons cela, nous pensons évidemment qu'il y aurait peut-être un écho ici à la question que j'évoquais l'année dernière, soulevée en Sorbonne en 1828 par Victor Cousin, donc porte-parole de la philosophie hegelienne en France, cette question qui était « y eut-il ou n'y eut-il pas de philosophie dans l'Orient ?» et dont nous nous sommes fait l'écho dans un numéro spécial de la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, le numéro 27 de 2005, qui s'intitule « Y a-t-il une philosophie chinoise ?» Alors, Merleau-Ponty, qui est un grand philosophe, s'empresse de préciser, certes, il faut faire ici la part de notre ignorance. Pourtant, ce sentiment à l'égard de l'Orient persiste chez des connaisseurs. Et à ce moment-là, Merleau-Ponty convoque l'autorité des indianistes et des sinologues, ou même d'un intellectuel chinois, puisqu'il convoque l'autorité de Masson-Oursel pour l'Inde et de Feng Youlan pour la Chine. Un petit peu comme Hegel l'avait fait à peu près un peu plus d'un siècle plus tôt avec Abel Rémusat. Alors, je suis obligée donc d'arrêter pour aujourd'hui. L'heure est venue, mais nous allons poursuivre la semaine prochaine justement sur ce dialogue donc entre Merleau-Ponty et Feng Youlan, qui me paraît intéressant justement pour lancer notre propos sur cette entrée donc de la Chine dans la philosophie mondiale. Merci de votre attention et à bientôt, j'espère.